Madame, Monsieur, bonsoir. Ce palais de justice de Neufchâteau, tristement célèbre, Thierry Tordeur le fréquente assidûment depuis 7 ans. Pourtant, cet homme n'a rien fait. Au contraire, à 6 années d'intervalle, il a perdu ses 2 petites filles, 2 jumelles. Leur mère, elle, a été inculpée. Depuis lors, Thierry Tordeur attend. Vous découvrirez la stupéfiante histoire de cet homme dans la 2e partie d'Indice. Manifestation, site internet, grève de la faim. Sabine Van der Elst a tout essayé pour revoir sa fille Maëlys. Pourtant, ce n'est pas au bout du monde, mais ici, en Allemagne, que l'enfant a été emmené par son père. En 5 ans, Sabine n'a vu sa fille que quelques minutes. Car ici, le Jugendamt, le tout-puissant office de protection de l'enfance, privilégie toujours le parent allemand, malgré les conventions internationales. Droit de visite écourté ou annulé, faux rapport d'expertise, mensonges, le Jugendamt ne recule devant rien. Mais Sabine n'est pas seule dans son combat. Vous allez le voir, des parents français, suisses et polonais vivent la même torture. Des centaines de paires de petites chaussures d'enfants déposées par les familles victimes de rapts parentaux devant le ministère de la Famille. Sabine Van der Elst participe à ces actions depuis 5 ans. 5 années passées sans sa fille Maëlys. Quand un enfant est kidnappé, c'est de nouveau pour moi Maëlys. C'est encore un Maëlys aussi. Ça touche quoi de savoir que on touche des chaussures d'enfants qui ne sont pas là, quoi, qui sont quelque part. Certains d'ailleurs, on ne sait même pas où ils sont. Ils ont complètement disparu. Une manifestation de plus pour une mère qui n'a cessé de se battre pour attirer l'attention de la justice et des politiques sur son calvaire. Il y a 2 ans, Sabine faisait déjà la grève de la faim devant les portes du ministère des Affaires étrangères. Des jours durant, elle a attendu un geste. Qu'est-ce qui vous permet de tenir aujourd'hui? La colère. Il ne me reste plus que ça. Je n'ai plus que ça dans la vie. C'est la colère. La nuit, Sabine dormait dans une caravane stationnée dans la rue. Mais tout cela n'aura servi à rien. Pourtant, le père de Maëlys n'a pas enlevé l'enfant au bout du monde, mais tout simplement en Allemagne, à 400 km de Bruxelles. L'histoire de ce rapt peu ordinaire commence à Charleroi, où Sabine rencontre Stéphane, un jeune danseur allemand. C'est le coup de foudre. Très vite, la petite Maëlys vient au monde. Ensuite, pour des raisons professionnelles, la petite famille va s'installer à Madère, mais le couple commence à battre de l'aile. Sabine et Stéphane vont divorcer. La maman obtient la garde principale de Maëlys. Le père verra sa fille durant les vacances. À la fin de l'été 2003, Sabine, qui travaille alors aux États-Unis, demande à Stéphane, son ex-mari, de garder Maëlys quelques jours de plus. Elle ne se doutait pas que Stéphane ne renverrait jamais Maëlys. Vous avez tenté d'entrer en contact avec votre fille? Oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Par quel moyen? Ben, au départ, c'est quand j'arrivais plus à lui téléphoner, que j'étais aux États-Unis, donc il a fallu que je la retrouve. Donc j'ai pris l'avion et puis je suis arrivée. J'ai essayé de lui téléphoner à plusieurs reprises. Mais ce qui était très étrange, en fait, dans les communications, c'est que quand on parlait en français, elle était très douce avec moi. Et quand elle parlait en allemand, elle était très agressive. Et ça pouvait passer d'une minute à l'autre. Pourquoi elle adaptait peut-être son ton à ce que les autres... Je pense que c'était une sorte de code pour me dire qu'il y a quelqu'un derrière. Depuis, Sabine ne vit plus. Elle lutte pour récupérer Maëlys. À ses côtés, il y a Pascal, devenu son compagnon d'infortune, puisque lui aussi est sans nouvelles de son fils Antoine depuis 12 ans. Il vivrait aussi en Allemagne. Pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis bon... Vous avez pu lui écrire, lui parler, lui... Jamais. Si tu as envoyé des courriers. Ah oui, j'ai envoyé 200 lettres, j'imagine. Vous savez s'il avait pu les lire ou pas? Je suis intimement persuadé qu'il n'en a jamais reçu une seule. L'histoire de Pascal est un copier-coller du cas de Sabine. Il y a près de 18 ans, il rencontre Suzanne, qui a déjà 2 enfants. Ils s'aiment et deviennent les parents d'Antoine. Mais les disputes et les ruptures se succèdent jusqu'au jour où Suzanne disparaît avec Antoine. Pascal va attendre, vainement. Depuis, plus rien, pas de nouvelles. Il a disparu.
Voilà la maison, voilà l'appartement où nous habitions, Antoine et moi. Est-ce qu'il y avait encore des souvenirs chez vous, des objets que vous aviez gardés? J'ai essayé d'éviter le principe du musée, mais il est évident que quelques objets sont restés, bien évidemment. Et puis j'ai gardé ça. En fait, Antoine, la dernière fois que nous étions partis à la campagne, c'était en automne, avait ramassé des marrons. Et je les ai toujours. Maëlys et Antoine, les enfants kidnappés de Sabine et Pascal, vivent ici, en Allemagne. Un pays qui trop souvent protège le parent kidnappeur. Sabine et Pascal ne sont pas des exceptions, car des dizaines et des dizaines de pères et de mères de nationalité française, suisse ou polonaise vivent le même calvaire. Lorsque des parents allemands décident de garder un enfant, et cela malgré toutes les conventions internationales, ils trouvent toujours un allié de poids, le Jugendamt, le tout-puissant office allemand de protection de l'enfance. Il suffit de surfer sur Internet pour découvrir des centaines de plaintes écrites ou filmées. Des plaintes qui dénoncent la partialité du Jugendamt. Nous déposons des vidéos, des témoignages, même parfois on se balade avec des caméras cachées et on diffuse. Et à l'heure actuelle, je constate que nous en sommes à 365 vidéos, rien que sur Google, uniquement pour le Jugendamt. Ce qui est énorme quand même. Une pluie de témoignages de révolte, comme celui de cette mère polonaise qui pleure sa colère devant des députés européens. Ou encore cette caméra cachée tournée par une autre maman polonaise dont l'enfant est placé dans un centre du Jugendamt. Hej, halo, kocham cię. Nie pokusaj za dużo. Ja jestem zawsze z tobą, dla ciebie zawsze. Powiedz, dlaczego płaczesz? Kochasz mnie? Moje serce, miło. Powiedz mi, dlaczego płaczesz, aniołeczku? Dlatego, bo... Ja nie wiem, tego nie widziałam. Tak, ale to już nie płacz, bo mnie widzisz i mówisz po polsku. Napisałam list do ciebie. Kochany aniołku i tak dalej. I że twoje oczka kocham, że bardzo tęsknię, żebyś mi napisał, co chcemy robić w Ostern, czyli Wielkanoc. Dostałeś ten list? No. Czyli ci panie nic nie dały, żadnego listu? Pamiętasz te pierwsze noce tutaj, jak przyjechałeś? Ja się tam zapytałem, co to ma być. Co to ma być, tak? I wtedy mi nic nie powiedzieli. I wtedy się zapytałem, jak już tam byłem, tutaj, abyś tam widzę, co mama. I powiedzieli. Comme chaque semaine, Sabine hante les couloirs du Parlement européen de Bruxelles. Elle tente de comprendre. L'Allemagne est un des pays fondateurs de l'Europe politique, un pays voisin, un pays démocratique. Mais alors pourquoi les juges allemands couvrent-ils de telles pratiques? J'ai vraiment été très étonnée. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. Trop de pays et autorités nationales ont tendance à protéger leurs ressortissants. Mais ils ne tiennent pas compte de l'intérêt de l'enfant. J'ai même lu qu'en Allemagne, lorsqu'un parent étranger vient rendre visite à son enfant, il ne peut pas parler dans sa propre langue, mais seulement en allemand. C'est incompréhensible dans une Europe unie. Sabine a le droit pour elle, mais la justice belge ne peut rien, la politique étrangère non plus. Alors, elle se bat seule pour retrouver sa fille. Il a fallu que je la retrouve. Donc j'ai pris l'avion et puis je suis arrivée et j'ai cherché toutes les écoles de la région. Et donc j'ai trouvé l'école de Maëlys. Et là, j'ai pu la retrouver, mais très court temps, quoi. Il y a quelques jours, Sabine est retournée en Allemagne. Elle nous raconte ses tentatives désespérées pour apercevoir sa fille. Comme cet après-midi-là, devant l'école de Maëlys. Le père de Maëlys est sorti de là, et Maëlys était devant lui. Et j'avais ouvert cette porte, cette grille. Et donc j'ai avancé vers ma fille qui a couru dans mes bras. Et elle m'a serré très fort, elle a crié « Maman, maman ». Et puis ensuite, elle m'a regardée, elle m'a dit pourquoi t'as dit que t'étais morte?
Tu te rends compte? Moi, j'ai pleuré. Ça te fait rien que j'ai pleuré pendant 3 mois. Et je savais pas qu'on lui avait dit que j'étais morte. Et je lui ai dit que j'étais pas morte, quoi, que j'avais jamais été morte, que j'avais essayé de lui téléphoner. Mais au moment où je dis ça, le père est arrivé et m'a jeté par terre. Stéphane, le père de Maëlys, va alors appeler la police qui va interpeller Sabine pour l'emmener devant un juge. Mais avant cela, elle tente de dire au revoir à sa fille. Et en sortant, j'ai demandé pour pouvoir embrasser ma fille. Et on m'a dit oui, les policiers m'ont laissé. J'ai embrassé Maëlys et je lui ai dit, je te promets, je reviens très vite. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est un malentendu. Elle dit, je comprends pas. Mais je te promets, je reviens très vite. Et en fait, j'ai jamais pu revenir. Je suis arrivée au tribunal et au tribunal, on m'a dit que j'avais perdu tous mes droits, que j'étais une mauvaise, que j'étais une belge, donc je devais être une du trou. Pour garder l'enfant, Stéphane a lancé toute une série d'accusations à l'encontre de Sabine. Et un juge allemand a tranché. Puisque Maëlys vivait et fréquentait l'école en Allemagne, il valait mieux pour son équilibre psychologique qu'elle y reste. Pascal est aussi du voyage. Il a appris qu'un des demi-frères de son fils, Antoine, exploitait une brasserie en plein centre de Francfort. Mais pour Pascal, il n'est pas question d'y entrer. Il y a des endroits où je peux rentrer, où je peux chercher mon fils. Il y a des endroits où je ne peux pas aller. Aller dans le restaurant de Sam Kamran, c'est tenter de la castagne. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'arriver quand malheureux garçon, donc, qui est le demi-frère d'Antoine, m'a téléphoné à plusieurs reprises en me menaçant de mort, a été peindre dans le quartier où j'habitais que j'étais un monstre, un ceci et un cela. Bon, pas la peine de chercher la castagne. C'est donc Sabine qui, incognito, tente de savoir si Antoine vit lui aussi à Francfort. Wir hätten gerne mit Sam Kamran gesprochen. Ist hier? Leider nicht, aber die Frau Tacker. Nee, das war's für Sam Kamran. Waren Sie verabredet? Nee. Ich frage gerade mal nach, wann er kommt. Okay, danke. Und Antoine kommt manchmal hier? Ich kenne den leider jetzt nicht. Antoine ist der kleine Bruder von Sam. Ist der Antoine? Antoine, ja. Manchmal ist Kai, manchmal ist Dennis. Dennis. Dennis, kennen Sie Dennis? Okay. Okay. Und Dennis kommt manchmal hier auch? Ja. Ah, okay, super, danke. Étrange, ici, Antoine ne porte plus le même prénom. On l'appelle désormais Dennis. Beaucoup d'Allemands ne savent pas prononcer Antoine. C'est pour ça qu'on l'appelle Dennis. L'homme qui nous parle est Sam Kamran, le demi-frère d'Antoine. Après une longue négociation, il accepte de nous expliquer pourquoi plus personne ici ne souhaite entendre parler de Pascal. Pascal a frappé ma mère, il a cassé son nez, elle a dû se rendre à l'hôpital. Il a kidnappé son fils 2 fois. C'est un harceleur. Il terrorise le bureau de ma mère, les voisins, son fils à l'école. Il est aussi un petit peu pédophile. C'est un démon. Des propos très durs, auxquels Pascal est fatigué de répondre. Globalement, qu'est-ce qu'un parent rapteur? C'est quelqu'un qui prétend qu'il doit sauver un enfant. Il faut bien qu'il se trouve une bonne excuse pour son crime. Le résultat, c'est que le parent left behind, le parent laissé sur le côté, est un parent qui nécessairement doit être pédophile, comme vous le disiez, enfin comme il le disait, ou alcoolique, ou violent. Tout doit y être. Il faut trouver une bonne excuse pour commettre un crime. Et c'est ce que Sam essaie de faire. Pascal serait donc un homme violent et un pédophile. Beaucoup d'accusations, mais pas de preuves. Aucun certificat médical déposé par son ex-femme, ni aucun flagrant délit de pédophilie. À une centaine de kilomètres de là, Sabine tente de rentrer au Jugendamt sans rendez-vous. Elle veut rencontrer M. Focke, un prétendu psychologue des services de protection de l'enfance. M. Focke n'a pas hésité à établir un rapport négatif sur Sabine avant même de l'avoir rencontrée. Pour nous, impossible d'obtenir un rendez-vous pour parler d'un dossier précis. C'est donc en caméra cachée que nous décidons d'accompagner Sabine.